Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la RTS, la télévision nationale, et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Point de vue. Émission qui reçoit Serigne Mansour Sy Djabil, candidat du mouvement Bës du Ñakk à l'élection présidentielle de 2012. Bonjour, Monsieur Sy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Bës du Ñakk, c'est Un jour viendra, si on traduit bien. Vous faites une sorte de prédiction, si on comprend bien. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Bës du Ñakk, c'est à la fois un cri d'indignation par rapport à la situation qui se passe dans ce pays, mais aussi un désir d'émancipation. On a dans ce mouvement Bës du Ñakk à la fois le cri d'indignation de Y'en a marre, que nous avions déjà fait en 2009, lorsque nous avions écrit cet article-là d'Afadoy, Nedem. Nous avons ça dans Y'en a marre. Mais en même temps, il y a ce désir d'émancipation, le désir de proposer une vision. Et historiquement, le mot Bës du Ñakk, peut-être vous savez son origine, c'était le cheval de Alboury Ndiaye Seynabou. Alboury Ndiaye Seynabou, durant son combat avec Maba Mbassine, avait demandé qu'on enlève la selle Tégou, l'autre cheval qui s'appelait Gendougour, de l'enlever à cause de la dureté de la violence de la bataille et de mettre ça sur le cheval qui s'appelait Bës du Ñakk. Quand on lui a demandé Bës du Ñakk c'est quoi, il dit que Bës du Ñakk dana yàgg waaye dina ñëw benn bés. Bës du Ñakk c'est Yawma Izin. Yawma Izin, que Yawma Izin yasduru nasu ashtatan li yura a'malahum. C'est ce jour, cette vision qui viendra et qui est gros de promesses par rapport aux solutions que nous proposons dans la situation actuelle du Sénégal. Donc Bës du Ñakk, c'est à la fois un cri d'indignation mais aussi une ouverture sur l'avenir. D'accord. La tendance actuelle, c'est le désistement des candidats déclarés. On a vu beaucoup se retirer au profit de tel ou tel autre. Est-ce dans l'ordre du possible à votre niveau? Ce n'est pas possible, ce désistement, parce que simplement, la plupart des candidats qui désistent n'ont pas d'ancrage populaire. Nous avons un ancrage populaire, nous avons un maillage territorial, une cartographie qui nous donne bon espoir. Et effectivement, il y a beaucoup de contacts que nous avons eus pour désister en faveur de tel ou tel candidat. Ce n'est pas conforme d'abord à la situation actuelle de Bës du Ñakk. Je ne sais pas si vous suivez bien ce qui se passe dans Facebook. Il y a de cela 2 mois, ceux qui étaient les premiers, c'était Ibrahima Fall et Idrissa Seck. J'arrivais en 3e position avec 14 000 voix de différence. Aujourd'hui, non seulement j'ai dépassé Idrissa Seck, j'ai dépassé Ibrahima Fall, et dans cette situation-là, nous ne pouvons pas envisager le désistement. Nous envisageons que les autres désistent en notre faveur et viennent nous rejoindre, que ce soit les Niass, les Tanor et les Ibrahima Fall et les Idrissa Macky. Pourquoi ils ne viendraient pas chez nous? Pourquoi c'est nous qui devons aller chez eux alors que nous avons autant de légitimité, nous avons autant d'ancrage, un ancrage populaire beaucoup plus important. Et comme chaque directeur de campagne, nous avons quand même une base de travail qui nous permet de peser ce que nous représentons autant dans l'opinion publique, et nos projections, les projections que nous faisons pour l'instant, qui constituent notre base de travail, ne nous permet pas d'envisager un désistement, parce que cette projection montre que nous en sommes à 22%, Macky à 23%, Ibrahima Fall à 7%, Niass à 13,5% et Tanor à 12%, Idrissa Seck à 10%. Dans ces circonstances-là, c'est se faire violence, c'est s'aborder et avoir toutes ces cartes entre les mains et aller désister en faveur de quelqu'un d'autre. Sur quelle base nous allons le faire? Est-ce qu'il y a des bases politiques? Est-ce qu'il y a des bases sociales? Est-ce qu'il y a des bases circonstanciées? Moi, en toute franchise, j'ai jamais cru à ce mot d'ordre d'unité et de rassemblement. Je suis dans une organisation politique dont la majorité était d'accord avec ça. J'ai suivi et on a connu les résultats, parce que je ne considère pas que
la désunion assure l'échec, comme l'union, l'absence de division, l'union peut garantir le succès, et l'histoire politique internationale est là pour le dire. Peut-être qu'au cours de l'émission nous y reviendrons. Si donc ce désistement-là est exclu, ça veut dire que peut-être vous pensez avoir plus que ces autres candidatures-là déclarées. En termes de plus-value justement, qu'est-ce que vous pensez avoir sur ces gens-là? Nous avons d'abord... Au-delà de cet ancrage populaire dont vous parlez. Mais qui est le plus important, parce que nous parlons d'élection présidentielle. Et l'élection présidentielle, disait l'autre, c'est un rendez-vous d'un candidat avec le peuple. Et Wolof dafa wax ni ku kenn topp sa gannaaw jiitoo kenn. Donc pour parler d'élection, on parle de nombre, il faut avoir cet ancrage populaire-là. Et c'est cet ancrage populaire qui est notre primo-implantation, qui est notre dotation. Vous parlez de valeur ajoutée. C'est ça notre dotation factorielle, notre matrice d'implantation, et qui nous permet d'aujourd'hui d'apporter ce plus-là. Mais aussi, ce que nous apportons, que les autres peut-être n'apportent pas, c'est cette triple légitimité. Une légitimité spirituelle, cet ancrage populaire. Vous puisez cet ancrage populaire-là dans cette légitimité spirituelle? Oui, parce que simplement, il se trouve que nous avons cet ancrage du fait même du rôle en tant que religieux, que nous jouons, et que nous jouons aussi en politique. Les religions ont toujours joué ce rôle-là. Et cet ancrage populaire se trouve à travers les daïras, mais la question qui se pose, cet ancrage, cette légitimité spirituelle, et la question qui se pose, c'est que qui sont dans les daïras? Dans les daïras, si vous voulez, vous allez aujourd'hui en banlieue, les daïras qui y sont à la fois ce qui peuple les daïras, c'est les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de car rapide, les ouvriers, les paysans urbanisés, et les ouvriers qu'on a dans la ceinture des industries qui se trouvent dans la banlieue. Et c'est cette population-là qui est notre population cible en tant que Besduniac. C'est cette population-là que nous voulons émanciper. C'est cette population-là que nous voulons mobiliser pour mener les combats qui permettront de changer sa situation. Donc c'est cette légitimité populaire et cette légitimité spirituelle qui est notre première légitimité. La deuxième légitimité, c'est une légitimité professionnelle. J'ai été pendant un certain nombre de temps fonctionnaire international à la Banque islamique de développement, donc agent de développement, qui a eu l'habitude de réfléchir sur les grandes questions du développement. Et si vous voulez, il y a un témoignage fait par l'un de mes chefs avec qui j'ai travaillé pendant au moins plus de 20 ans, et qui fait ce témoignage-là à propos de cette légitimité professionnelle. Il disait qu'au surplus, après avoir décrit tout l'apport que j'avais apporté au sein de la banque, il disait qu'au surplus, Mansour Sy fut l'un des rares agents de la Banque islamique de développement à étudier de façon approfondie les fondements des pays membres de celle-ci, c'est-à-dire de la Banque islamique de développement. Il a, par ses propres moyens, réussi à connaître leur organisation sociale et politique, leur orientation économique, leur culture, et enfin leurs besoins les plus pressants en matière de développement économique, de progrès technique et d'épanouissement de tous ordres. Il s'est affirmé au sein de la banque comme le lien le plus solide et le plus efficace entre l'institution et ses pays membres. Donc c'est cette légitimité professionnelle. J'ai travaillé dans cette banque pendant 27 ans. J'ai travaillé avec le vice-président de l'époque, Ousmane Seck, pendant 21 ans en tant que son assistant technique, et pendant un certain nombre d'années, 5 ans ou 6 ans, comme le directeur adjoint du département de la coopération technique. Donc c'est cette légitimité professionnelle. Mais en plus, il y a la légitimité politique. Très jeune, je me suis engagé dans les batailles menées par mon peuple. En tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant qu'adulte, j'ai dirigé l'association des étudiants sénégalais en France avec le président de l'Assemblée nationale, Mamadou Seck, qui était responsable des immigrés, et l'actuel ministre de l'enseignement supérieur,
on avait 21 ans, qui est Cheikh Tidiane Ba, qui était mon trésorier. Donc très tôt, je me suis engagé dans le mouvement étudiant, et je me suis engagé dans le mouvement des étudiants du Parti africain de l'indépendance, et je me rappelle aujourd'hui, lorsque Maguette Thiam, on était dans la clandestinité, l'actuel secrétaire général du PIT est venu en France, on était en période de crise pour changer la direction, et à l'époque, il me proposait de prendre la direction du MEPAI. À l'époque, j'étais le président de l'ASF, j'avais fait du bon travail, j'avais l'appréciation de la direction du PAI, et c'est moi qui ai proposé à l'époque de continuer à travailler dans l'organisation des masses, et j'ai proposé, au lieu de moi, qu'on désigne Abdourahim Agne, que vous connaissez très bien, et Sahil Kam, que vous connaissez très bien, et Mamadou Seck, aujourd'hui, président de l'Assemblée nationale. Donc, s'ils ont une légitimité pour faire de la politique, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai autant de légitimité parce que étant passé par la même trajectoire. D'accord. Donc, c'est cette triple légitimité qui fait que j'apporte dans le landerneau politique sénégalais. On s'intéresse un peu à la légitimité spirituelle. Vous êtes un religieux qui s'implique dans le jeu politique, candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que cette posture-là ne va pas banaliser un peu ce rôle de régulateur que vous avez? Non, parce que le rôle de régulateur, je m'inspire de très grands hommes dans l'histoire du Sénégal, et malheureusement, l'élite politique ou l'élite tout court de ce pays ignore cette histoire-là. Est-ce que El Hadj Oumar Foutiyou a banalisé son rôle de religieux lorsqu'il avait, lui, une quadruple dimension, dans la mesure où il était saint, il était chef d'état-major, il était Amirul Mu'minin, il était empire de 28 États. Il était en même temps un écrivain. Même durant la bataille, sur son cheval, il écrivait. Donc il avait ces 4 dimensions. C'est parce que simplement, le rôle du religieux ne peut pas s'éloigner des préoccupations des populations. Je viens d'une conférence des chefs religieux européens pour se pencher et pour plancher sur ce qui s'est passé durant le printemps arabe. J'ai été invité à cause de mon background pour réfléchir ensemble sur ce qui s'est passé et le rôle des religieux durant la campagne, durant ce qui s'est passé, durant le printemps arabe, je veux dire. Et aujourd'hui, à l'issue de ce processus, on voit des religieux occuper la place de président, la place de premier ministre, de président de l'Assemblée nationale. C'est ce qui s'est passé en Tunisie. Et ce qui s'est passé au Maroc. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Et l'interpellation du religieux, c'est-à-dire quel est son rôle en période de crise. Est-ce que le religieux doit être neutre ou bien le religieux il doit s'impliquer, être aux côtés du peuple. Et ce que l'expérience nous donne du point de vue de la trajectoire de Thierno Souleymane Baal, d'Abdou Kader Khan, qui en 1776 ont pris le pouvoir parce qu'ils ont dit stop. La politique, c'est ça, c'est faire barrière à la folie des hommes et ne pas succomber à cette folie des hommes. Est-ce que Thierno Souleymane Baal, lorsqu'il s'est opposé à la hiérarchie, à l'aristocratie qui était ici, et qui vendait des Noirs en tant qu'esclaves aux Occidentaux, est-ce que ça a banalisé sa position? Ça ne l'a pas banalisé. Les religieux qui sont descendus dans la rue, aux côtés des populations, en Tunisie, au Maroc et en Égypte, est-ce que ça a banalisé le rôle? Ça n'a pas banalisé le rôle. Ça a bonifié le rôle du religieux parce que partout où il y a des élections, c'est eux qui ont gagné la confiance du peuple. En descendant dans la rue à côté de mon peuple, en m'impliquant dans la politique, je ne peux pas banaliser mon rôle. Bien au contraire, c'est la compréhension rationnelle du rôle de religieux en période de crise. Et nous sommes en période de crise aujourd'hui. Aujourd'hui, je termine. Aujourd'hui au Sénégal, il y a des religieux qui sont du côté du pouvoir. On ne pose jamais la question de savoir est-ce qu'ils ne sont pas en train de banaliser tous les jeudis soirs. On voit des éloges sur le président de la République, malgré la politique désastreuse qu'il est en train de mener depuis 11 ans. Et moi, je continue à dire que ces religieux-là, on les met dans un coin
on leur fait dire ce qu'ils n'ont pas le droit de dire dans la situation actuelle. On les met dans un coin, on leur fait faire ce qu'ils n'ont pas le droit de faire dans la situation actuelle. On les voit là où on ne doit pas les voir pour satisfaire le peuple, pour satisfaire le pouvoir actuel. Et je dois attirer leur attention sur le rôle des religieux qui étaient à côté de Ben Ali, de Hosni Moubarak et de Kadhafi. Lorsqu'après la chute de Hosni Moubarak, ou la chute même de Ben Ali, l'imam de la mosquée de Tunisie est monté sur le minbar pour faire son khutbatul Juma. On lui a dit, descendez, Gomotoun. Et aujourd'hui, la plupart des chefs religieux de ce pays, parce qu'ils font tous de la politique, mais quand c'est du côté du pouvoir, ça ne dérange personne. Mais dès l'instant où l'on dit que nous voulons être à côté du peuple, on demande est-ce que ça ne va pas diminuer votre aura, etc. Non, ma conviction profonde, c'est cette position-là, c'est cette posture-là qui appelle mon intervention, et je l'assume avec toute dignité, et je l'affirme avec beaucoup d'esprit de responsabilité. D'accord, mais lorsque vous dites puiser cet ancrage populaire, par exemple dans les daïras, on sait que les fidèles qui suivent souvent les religieux sont, je veux dire, ont besoin peut-être de recours. Ces derniers peuvent perdre leur repère dans une situation comme ça. Recours. Je veux dire, le refuge, si vous voulez. Régulateur. Oui. Ouais. Donc, si ces citoyens-là peuvent perdre leur repère lorsqu'ils voient un peu leur guide, je veux dire, s'impliquer dans une compétition électorale, non? Oui, non, parce que je n'ai pas été le premier à le faire. Si vous connaissez très bien l'histoire du Sénégal, il y a eu Cheikh Tidiane Sy, qui est mon oncle, donc un membre de ma famille, qui s'est impliqué dans cette compétition-là. Il faut revoir, il faut très faire attention dans les rapports du marabout et du talibé. Moi, je suis d'une famille qui est la famille de Cheikh Seydi Mohamed Moustapha, qui nous a éduqués, qui nous a envoyés à l'école. En même temps, nous sommes enracinés dans les traditions familiales, mais qui était un visionnaire et qui nous a envoyés à l'école. Et il avait l'habitude de nous réunir, tous ses enfants, en nous disant « Gagni kan moi si Senga ». Et chacun disait, on disait que je suis avec Blabad, l'autre avec Abdou Diouf, l'autre avec Dansoko, l'autre avec Ablaye Bati, Landing Savané, dans notre famille. Mais pourtant, lorsqu'il y avait le repas du soir ou le repas du midi, on se partageait ce repas-là, tout en gardant nos convictions fondamentales. Aujourd'hui, j'ai jamais essayé d'influencer quelque talibé que ce soit, y compris mes propres frères et sœurs par rapport à mes positions politiques. À la lumière de l'éducation de notre vénéré père, je respecte leurs convictions. Mon frère Ahmeda, nous votons dans le même bureau de vote. Je ne connais pas pour qui il vote, il ne connaît pas, il ne sait pas pour qui je vote. Donc les talibés aussi, c'est des militants politiques. Ils sont au PS, ils sont au PDS, ils sont ailleurs. Et hier, j'étais dans un village qui s'appelle Afé Dien. Et un vieux de 90 ans qui me dit ceci. Amonon bëgg bëgg bi nga amagul bëgg bëgg. Waaye bi nga amee bëgg bëgg amatunu bëgg bëgg. Faut bëgg rek foofu lañ dem. Donc c'est une partie des disciples qui vont dire ça. Donc je peux considérer qu'aujourd'hui, 60% des gens qui me suivent, ils vont être de mon côté. Parce que Wolof dafa wax ni dina su soxla Dakar ku yéegoon wàcc wala ku yéegoon daanu. Donc ils vont être de mon côté. Mais il y a 20% qui vont perdre le repère et qui vont dire que mais est-ce que sëñ bi war na dugg si lii parce que dañ teg ay wax yu bon. Parce que c'est pas sa place. Non, c'est pas sa place parce que simplement bëgguñu que leur marabout soit dans une situation où on est à lui dire des choses désagréables. Et c'est déjà, il prend des coups. Il prend des coups parce que j'ai déjà pris des coups. À telle enseigne que Seigneur Mansour m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a dit que tu es descendu d'Arène, tu commences à recevoir des coups, mais il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre pour cette raison précise. J'ai déjà composé 2 poèmes sur vous. Et votre grand-père, Seigneur Abdou, a composé 2 poèmes sur vous pour vanter les qualités éthiques que vous avez. Donc que des gens viennent vous insulter. Donc il y a 20% de gens qui vont se dire, bon, que quand il va s'engager en politique, il va entendre des vertes et des pas mûres, il va en voir des vertes et des pas mûres.
Mais il y a 20% qui vont dire simplement que Seigneur Wadou ne doit pas faire de la politique, tout simplement parce qu'ils sont engagés, eux, politiquement. Et ça ne les arrange pas que leur marabout soit du côté qui est différent. Du côté du pouvoir. Ça les gêne dans une certaine mesure parce que j'ai des disciples qui sont des disciples de mon père, qui sont aussi mes disciples, qui sont placés au plus haut niveau de l'État, qui font partie de la famille de Seigneur Moustapha, depuis leur père et leur grand-père. Ces gens-là, ils ont choisi d'être au niveau du PDS. Et ils se battent malgré la position d'opposition de leur marabout. C'est leur liberté, c'est leur droit. Ils doivent reconnaître également à leur marabout, qui a été aux mêmes écoles qu'eux, et qui a cette triple légitimité de choisir dans une situation de crise du Sénégal, de choisir le camp qui lui sied. Et le camp qui me sied actuellement, c'est le camp de l'opposition, créer les conditions, parce qu'Ablaï Wade Sahara du TAC, depuis 11 ans qu'il est là, Mini Sahara est à Koulbataï, Sahara Sinek, cette fumée-là est en train de nous étouffer. Et moi, je fais partie de ceux qui doivent créer les conditions pour qu'Ablaï Wade parte. Ils ont la liberté d'être du côté d'Ablaï Wade, mais moi j'ai la liberté de créer les conditions pour que ma vision politique soit mise en œuvre. Évidemment. Vous avez parlé tout à l'heure de Serigne Mansour, Khalif général des Tijanes, et des poèmes qu'il entend faire en dehors de la politique. En dehors de la politique. Oui. Je veux dire, son attitude à propos de votre candidature, est-ce que ça peut le pousser jusqu'à donner des consignes de vote Non, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas, mais parce que vous m'avez posé la question. Pour essayer de régler des problèmes de rumeurs que les gens commencent à dire, vous me permettrez de répondre d'une manière exhaustive à cette question que vous-même que vous avez soulevée. Je pouvais dans mon discours l'amener, mais c'est vous qui posez cette question-là. Il se trouve que moi je me suis engagé. Je me suis engagé au niveau des assises, je me suis engagé, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas politicien improvisé comme plaît à le dire Ahmed Dansoko. Je me suis engagé très tôt du côté de l'opposition. J'ai toujours été de gauche. Je vous ai rappelé lorsque Magatiam est venu à Paris pour régler ce problème-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je n'ai pas changé par rapport à mon idéal de jeunesse. Et j'ai été contraint à cause de l'obligation de réserve. J'étais fonctionnaire international pendant 27 ans au sein de la Banque Islamique de Développement. Je ne pouvais pas intervenir sur des questions politiques de mon pays. Mais dès l'instant où je me suis détaché de cette contrainte-là, à partir de 2006-2007, quand je suis arrivé, je me suis impliqué dans la politique. J'ai créé un comité où il y avait Mamadou Lamine, il y avait Aliou Diad aujourd'hui, Ousmane Sané, même Elhaj Maliksi, il y avait Cheikh Oumar et il y avait Mbaye Sey. Nous avions commencé à réfléchir sur cette question-là pour aboutir à la mise en place, non pas d'une organisation politique, mais d'un mouvement politique ou citoyen où tout le monde devait s'y reconnaître. À partir de 2009, je lance un appel. Un article qui m'avait même valu votre interview dans Opinion quand vous étiez à Walfadjri. Donc je me suis engagé, j'ai posé les problèmes. Nous sommes allés beaucoup plus loin que les assises, parce que les assises, comme je l'ai dit, c'était un désir d'émancipation, c'était le point de départ d'un questionnement pluriel, mais qui n'avait pas réglé deux points. Le premier point, le problème de la forme d'organisation pour mettre en œuvre les conclusions des assises. La deuxième session, c'était la question du leadership. Oui. Nous avons voulu transformer ce que constituaient les conclusions des assises en mettant en place un mouvement où tous les acteurs qui ont été dans les assises nationales pouvaient s'y reconnaître. Donc on s'est engagé à ça, ça a abouti à bien. À la veille donc de l'élection présidentielle, vous le voyez, les appels se multiplient, les appels à la paix. Dans cette dynamique-là, vous, en tant que religieux attaché à la paix, sûrement, vous ne pouvez pas faire fi de cette situation. Le président, par exemple, a appelé les Sénégalais à une marche pacifique le 23 prochain. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, enfin, tant que c'est dans le cadre de l'expression publique et libre des opinions, les marches bénéficient d'une disposition de la Constitution. C'est-à-dire que de la même manière qu'il permet à ses ouailles de marcher, de cette même manière, il doit accepter que pour l'opposition fasse une marche sur une revendication fondamentale, l'anticonstitutionnalité
de la candidature d'Abdoulaye Wade et on va tous se mobiliser au niveau du M23 pour empêcher cette candidature qui est une candidature anticonstitutionnelle. Dans ce cadre-là, je ne vois pas en quoi une marche pacifique doit troubler la paix. Et tous ceux qui ont tiré sur les gens pour les tuer jusqu'à présent, ça venait du côté du pouvoir. Donc c'est au pouvoir qu'on doit adresser. Moi, en tant que religieux, j'ai toujours prôné la paix. Je suis d'une famille qui est la famille de Seigneur Moussa Fassi, qui était dans une grande famille qui était en conflit. Nous avons toujours été neutres par rapport à ce conflit. C'est ça qui nous vaut aujourd'hui l'autorité que nous avons dans la famille de l'Haj Malick. Donc si à l'échelle nationale, nous appliquons les leçons que notre père nous a enseignées, nous ne pouvons être que du côté de la paix. Mais être du côté de la paix, c'est d'abord et en premier lieu respecter la loi fondamentale. Respecter la loi fondamentale, mais aussi respecter ou faire confiance aux institutions de ce pays. C'est souvent la critique qui vous est faite, vous qui vous engagez dans le combat contre la candidature du président Wade. Oui, qu'est-ce que vous appelez respecter la Constitution? Je veux dire, se plier à une éventuelle décision de l'institution qui doit se prononcer. Mais c'est parce que nous sommes dans un contexte nationalement, en tant que religieux, en tant que politique, en tant qu'intellectuel. J'ai toutes les raisons d'avoir des réserves à quelques dispositions que ce soit du Conseil constitutionnel. Je suis dans un pays dont le président du Conseil constitutionnel a démissionné. Je crois en 1993, à cause de la pression que ce Conseil constitutionnel, le président recevait. Oui. Dans la même année, le vice-président du Conseil constitutionnel a été assassiné. Donc aujourd'hui, je trouve tout à fait normal que des gens aient des réserves à cause de l'historique de cette instance de prise de décision dans un contexte national où il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation réelle du judiciaire, de législatif ou bien de l'exécutif. Oui. Il n'y a pas de séparation du pouvoir. Et que le pouvoir judiciaire est complètement phagocyté par l'exécutif. C'est ce que l'histoire nous enseigne tous les jours. Et dans ce contexte-là, j'ai le droit d'exprimer les plus grandes réserves et je le fais en toute responsabilité par rapport à quelques décisions que ce soit du Conseil constitutionnel. Moi, à quoi je crois, c'est simplement à la force populaire. Et aujourd'hui, je ne suis pas le seul à avoir cette défiance-là. Mais comment se fait-il que des congressistes américains, et quand on connaît les pays occidentaux, qui font preuve de circonspection et de sagacité pour s'engager dans la politique d'un pays, quand des sénateurs américains écrivent au président de la République pour lui dire que même au cas où le Conseil constitutionnel validait votre candidature pour des raisons politiques et pour des raisons de paix, vous ne devriez pas vous présenter, parce que si vous vous présentez, vous mettez en danger non seulement le pays, mais vous mettez en danger toute la région. C'est ce que dit l'Union européenne, c'est ce que dit la plupart des chancelleries qui sont ici dans ce pays. Donc ce n'est pas une question de gens d'opposition d'aventuriers. Et aussi, je suis dans une région, je suis obligé de répondre. Nous avons des voisins. Nous avons la Côte d'Ivoire, où le Conseil constitutionnel a donné la victoire à qui? À Gbagbo. Après la tenue d'élection. Après la tenue d'élection. A donné l'insuccèdement parce que la composition de ce Conseil constitutionnel était problématique. Et lorsqu'on a publié les résultats, les gens n'ont pas accepté. Donc par rapport à ça, je dis en toute responsabilité que nous respectons la Constitution et nous demandons à l'instance qui est chargée, qui est censée être gardienne de la Constitution, de la respecter en prononçant l'anticonstitutionnalité de la candidature d'Abdoulaye Wade. Un mot rapidement sur votre programme adossé aux Assises nationales. Vous dites, c'est ce que vous proposez aux Sénégalais. Vous n'êtes pas le seul à le dire. D'autres candidats l'ont dit à ce rythme. Est-ce que les Assises ne vont pas constituer une sorte de refuge pour ces candidats-là qui n'ont pas de programme? Les Assises nationales ont été un moment important du peuple sénégalais. C'est la première fois qu'on assiste à une endogénisation de la réflexion sur les problèmes du développement, tous les problèmes de notre pays. J'ai dit tout à l'heure, c'était le point de départ d'un questionnement pluriel
parce que les questions auxquelles notre société est confrontée sont nombreuses. Et ce questionnement pluriel a abouti simplement à ce qu'on appelle les conclusions des assises nationales. Tous les acteurs y sont, tout le monde se réfère aux assises. Ce que nous avons fait, au-delà de cette référence commune aux assises nationales, qui ne peut pas être une référence centrale indépassable, ce sera dépassé très bientôt, nous avons donc élaboré notre programme que nous avons soumis à notre Assemblée constitutive, qui se regroupe autour des valeurs éthiques, des valeurs des institutions et des libertés, les questions économiques et financières, les questions de l'agriculture, dont la gestion foncière, l'accaparement des terres, mais les gestions de politique extérieure et d'intégration africaine, parce que les solutions que nous proposons, ce n'est pas seulement des solutions par rapport au Sénégal, mais des solutions par rapport à toute une communauté régionale ayant les mêmes problèmes, qui doivent mutualiser les efforts pour régler ces problèmes-là. Mais les assises nationales ont été un point de départ d'un questionnement pluriel, un désir d'émancipation. Donc c'est ce que les assises ont révélé, mais les assises ont caché quelque chose, ont masqué quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont masqué? Ils ont masqué, comme le disait Marx et Engels dans le manifeste, le point de... c'est on ne pas toucher, tout en étant dans les assises, dans les eaux glacées du calcul égoïste. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais cru à ce terme unité et rassemblement, parce qu'ils n'étaient pas unis. D'accord. Et ils ne sont pas rassemblés. Et c'est ça qui fait aujourd'hui l'impasse dans laquelle nous sommes. Et moi, je suis pour que les gens se pèsent au niveau d'une primaire dans les élections, et faire comme en Côte d'Ivoire, avoir comme ils ont fait tous les Oufouettis, Bédié et Ouattara étaient dans le même camp, et ils ont eu des accords de désistement au second tour, mais c'était une expression plurielle et où chacun s'est pesé, parce que le suffrage universel a tranché. Par rapport au Sénégal aussi, je suis pour que les gens se présentent devant le suffrage universel, pour qu'on puisse se peser, parce qu'il y a trop de gloire facile. Savoir qui vaut quoi, qui vaut quoi, et qu'il y a trop d'icônes médiatiques, trop de coteries médiatiques de gens qui n'ont aucun ancrage populaire. Il est grand temps qu'on aille devant le peuple et qu'on se pèse et chacun sache réellement ce qu'il représente, pour être autour de la table de négociation et négocier d'une manière qui soit beaucoup plus scientifique. Merci beaucoup, merci. Serigne Mansour Sy Djamil, je rappelle qu'il est le candidat de la coalition Bess d'Uniack à l'élection présidentielle de 2012. Merci. Merci. Merci mesdames, messieurs d'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain. Merci.